OK. Je disais donc que dans les, dans les packages, vous avez toujours une documentation qui vous montre comment utiliser un package. On ne vous demande pas souvent de mémoriser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Vous ne mémorisez pas le code, vous ne mémorisez pas les méthodes. Il faut juste avoir la méthodologie. Okay? Donc, je sais que j'ai besoin de tel paquet, je me renseigne auprès du langage en vérifiant la documentation et sur Google pour voir si un package existe. S'il existe, je m'en vais dans sa documentation. Vous pouvez rapidement faire une comparaison pour voir quels sont les stars, quels sont les forks, et puis vous pouvez aller sur Issue pour voir si le package a beaucoup de problèmes. Okay? Ici, nous sommes à 59 problèmes qui sont non résolus, ainsi de suite. Donc, vous faites souvent un petit survey là pour voir quel est le package qui est utilisé, le plus utilisé dans ce langage de programmation. Donc, moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi je vous recommande Dio. C'est un client Dart powerful. Il supporte les intercepteurs. Vous pouvez envoyer même les données de votre formulaire. Vous pouvez annuler une requête. Vous pouvez télécharger un fichier. Il supporte des timeouts. Donc, c'est un à recommander. Et sur le site, parfois, pour le cas de Flutter, lorsque vous voyez cette icône-là, ça veut dire qu'il est vérifié. Okay? Vous pouvez faire confiance à ce type de développeur. Okay? Donc, il y a des packages là que vous devez il y a des packages, avant de les utiliser, vous vous rassurez qu'ils sont de bonne qualité. Okay? Donc, ici, nous allons adopter Dio. Vous passez en paramètre votre texte et puis il vous renvoie. Voilà la définition de cette fonction. Nous irons donc sur Flutter et écrire cette méthode getProduit qui doit nous renvoyer la liste des produits, mais cette fois-ci de la BD. Donc, on va dire A5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer une variable de type response. Et cette variable-là est égale à dio.get. Ici, vous allez passer l'URL. Okay? Quelle doit être l'URL? Vous devez être, c'est plutôt await. Comme ça. Okay. Quelle doit être la valeur de l'URL? Regardez que quand nous sommes sur la machine, alors nous avons accès à notre localhost. Okay. Mais puisque Flutter s'exécute sur le mobile a également son adresse IP. Ça fait que le localhost de votre ordinateur n'est pas le même localhost qui s'exécute sur votre téléphone. Donc, si je dis à Flutter, si je dis localhost / ainsi de suite, lors de l'exécution, il va rechercher un serveur en cours d'exécution sur le téléphone. Or, ce serveur n'existe pas. Et l'équivalent de l'adresse localhost, c'est souvent 127. Donc, même si vous mettez 127.0.0.1, il ne va pas retrouver le localhost puisque le localhost ne s'exécute pas sur votre téléphone. Ce qu'on fait souvent, c'est de rediriger les requêtes, de rediriger les URL localhost vers l'adresse IP de votre machine. Parce que l'adresse IP doit être connectée sur, je dis l'adresse IP, votre machine doit être connectée sur un réseau où votre téléphone est connecté. Donc, dans le cas de ma machine, de mon téléphone virtuel, puisqu'il s'exécute sur ma machine, il va donc partager le même sous-réseau de ma propre machine.
Donc, vous devez poser la question, quelle est l'adresse IP de ma machine? Parce que puisque la machine sera dans le même sous-réseau que ce téléphone virtuel, ce que je vais préciser à ce téléphone virtuel, c'est plutôt l'adresse IP de ma machine. Comme ça, il ne va pas rechercher le localhost du téléphone, parce que chaque téléphone aura son localhost, mais il va plutôt rechercher l'adresse IP en question pour exécuter votre requête. Avec Cisco, je crois qu'avec Cisco, tout ça, vous savez que pour retrouver l'adresse IP, on peut faire ipconfig/all. Et là, j'ai beaucoup d'adaptateurs. L'adaptateur en question que j'utilise, c'est celui-là, OK? Le 192.168.1.101. Okay. Et ça, c'est l'adresse de ma machine. Parce que si vous partez sur si je remplace le localhost aussi par l'adresse de ma machine, normalement, il doit ouvrir la même page. Okay? C'est combien? 192.168.1.101. OK, vous voyez effectivement le fait de remplacer le localhost par l'adresse IP de ma machine, il a accès à la même information. Donc, du coup, si je viens sur mon téléphone et j'ouvre ce navigateur, regardez par exemple ici, si je mets 192.168.1.100, il a accès au serveur WAMP qui se trouve sur ma machine. Donc, si je fais /92.1.101, et si je fais /API/code, alors, il est parti sur Google. Et comme mon VPN n'est pas allumé, il devait pas aller sur Google là. Parce que il ne devait pas aller sur Google. C'est pas possible ça. OK, là, effectivement, vous voyez que quand je passe l'adresse IP de ma machine, il est à mesure d'interroger ma machine et la machine et le téléphone virtuel peuvent donc communiquer. Par contre, si vous mettez votre localhost là et vous validez, il ne saura pas exactement à quoi faire référence votre localhost parce que c'est deux équipements différents avec des adresses IP chacun. Donc, vous devez penser à ce souci-là. Avant de communiquer, il faut fournir la bonne adresse. Ici, si cette page était hébergée, je vais passer l'URL ou bien l'adresse IP de mon hébergeur et le code reste le même. Okay. Donc, c'est quelque chose que je voulais clarifier là. Donc, de retour dans notre code Flutter, on ne va pas indiquer un localhost, mais on va plutôt indiquer l'adresse IP de ma machine. Et je leur demande de s'exécuter ainsi. Voilà. OK, donc quand le résultat, OK, on peut mettre ça dans un try catch. D'accord. Donc, quand le résultat arrive, je peux faire un print de réponse point data, simplement. Maintenant, où est-ce qu'il faut appeler cette méthode-là? Vous pouvez l'appeler ici à l'intérieur, de suite. Mais l'approche de Flutter, je vous explique, c'est que puisque ça, c'est une méthode asynchrone, ça veut dire que votre page peut s'afficher et ensuite, le résultat de ces requêtes-là viennent après que votre page soit déjà affichée. Donc, on dit que c'est une méthode asynchrone parce que le code va s'exécuter sans toutefois attendre le résultat
de cette exécution. Comme c'est une exécution distante, on ne peut pas attendre son résultat avant d'afficher. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où toute votre page plante tant que une partie des données que vous souhaitez recevoir d'Internet n'est pas arrivée. Donc, l'approche, c'est que comme cette fonction va s'exécuter de façon asynchrone, Flutter met à votre disposition un widget qui va se charger d'attendre le résultat. On appelle ce widget les Feature Builder. C'est quelque chose que vous pouvez chercher là en ligne pour avoir plus d'informations. On appelle ça les Feature Builder. Okay. J'ai oublié que je n'avais plus de VPN allumé, donc je vais aller sur Microsoft. OK, d'accord. Donc, vous voyez, avec les Feature Builder, vous pouvez exécuter une requête. C'est-à-dire que vous pouvez exécuter du code qui va modifier votre vue, disons qui va modifier votre page après que la fonction build a été exécutée. Parce que lorsque j'appelle une page, c'est cette méthode-là qui est exécutée, passant par mettre le contexte. Donc, on ne va pas mettre ça ici, pour que on va plutôt mettre ça dans un feature, et c'est ce feature-là que nous appelons dans notre build. Okay. Le feature, c'est pour dire que cette fonction va s'exécuter dans le futur. Et le résultat et lorsque le résultat viendra, ce widget va se charger de vous afficher cela. Okay? Donc, voici un exemple de son utilisation. Je vais créer un feature là. Je crée un feature qui va stocker la fonction. C'est une fonction. Voici un exemple, une fonction qui retourne une chaîne de caractères dans le futur. Ça devient un peu... Et c'est cette fonction-là que je passe donc à mon build, à mon feature builder. Donc, je vais créer une variable qui va désigner cette fonction à exécuter dans le futur. Et lorsque le résultat de cette fonction sera disponible, le feature builder récupère le résultat de cette fonction en appelant builder, comme c'est un feature. Donc, j'ai d'abord un feature qui représente la fonction à exécuter dans le futur, et le feature builder exécute le résultat de cette fonction quand il est disponible. C'est un peu ça l'approche. Donc, j'ai deux. Première chose, c'est d'avoir une variable future qui va désigner la fonction à exécuter dans le futur. Donc, ici, cette fonction est une fonction asynchrone, c'est-à-dire qu'elle s'exécute dans le futur. Vous créez une variable de type futur qui va stocker cette fonction-là. Je vais la présenter après. Ensuite, ici, c'est là où vous appelez votre feature builder. Votre feature builder prend en paramètre quel est le futur, quelle est la fonction future, c'est cette fonction-là, la voilà. Et ensuite, vous précisez quelle est cette fonction qui doit être exécutée lorsque la fonction future sera complète. Okay? Donc voilà, voici la structure de votre futur. Donc, je vais affecter à futur ma fonction get. Je vais vous montrer où est-ce qu'on doit faire l'affectation. Si vous avez remarqué ici, l'affectation, on conseille normalement de la faire dans une fonction qu'on appelle init. Donc, c'est lors de l'initialisation de ma page que je dois affecter cette fonction-là. Dans la fonction ici, ça va être
On voit init, OK. C'est un peu comme une fonction qui s'exécute lors de l'initialisation de votre page. C'est une fonction que vous redéfinissez. Donc, vous voyez ici, build s'exécute automatiquement quand la page, c'est en fait cette fonction qui construit votre page. Init, c'est la fonction qui s'exécute lorsque votre page s'initialise. Donc, c'est dans init que je vais dire, tiens, le futur reçoit get produit. Donc, du coup, dans future va avoir cette fonction-là. Et c'est cette fonction que je passe à future builder. Maintenant, quand le résultat de cette fonction sera disponible, qu'est-ce qu'il faut faire de ce résultat? Pour le moment, ce que nous avons fait, une chose, on n'a pas renvoyé ce résultat ici. Il faut qu'on renvoie ce résultat là. On ne l'a pas renvoyé. Okay. On a juste récupéré et puis on n'a pas renvoyé. Ici, une fois que c'est disponible, vous pouvez faire votre... je peux faire return text. Je peux dire de builder, par exemple. Okay. Juste pour le moment, pour que vous puissiez avoir une idée. C'est en fait ça le fonctionnement général. C'est une fonction qui s'exécute dans le futur. On la stocke dans une variable future. On l'initialise lors de la création de votre page. Et puis, dans votre builder, c'est un future builder avec le futur et le code à exécuter lorsque le résultat de votre futur sera disponible. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller dans notre TPC. Ici, je vais remplacer. Et aller dans notre main. Au lieu que ceci soit le deuxième écran, nous allons plutôt dire le deuxième écran va être... D'accord. Voilà. OK. Donc, si je clique là, je suis sur mon premier écran, deuxième écran. Pourquoi ça a planté? OK. Je vais voir ça. Await, et puis on print, on envoie. On met ça dans un feature. Si ça arrive, c'est un conteneur avec un feature builder. Ouais. OK, je vais exécuter ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a planté pourtant. Ça fait absolument rien. OK, on attend un instant là, il est en train de compiler. D'accord. OK, nous sommes là dans une erreur orient index value. Cette erreur-là, elle survient souvent lorsque l'adresse URL que vous avez fournie n'est pas le format. Je crois qu'on a oublié le HTTP. OK. C'est ce format qui est demandé par... Donc, vous mettez l'adresse complète avec le HTTP sur le site. OK, vous voyez effectivement, voici qu'on a exécuté le builder, c'est-à-dire que cette fonction-là, c'est le builder. Et normalement, dans notre terminal, on devait voir le résultat de notre data. OK, effectivement, vous voyez ici, puisque j'ai fait un print de
de la réponse reçue, effectivement, vous voyez que dans notre terminal, vous voyez comment est-ce qu'à partir de ma page sur un mobile, j'ai récupéré les informations qui se trouvent dans un autre langage, dans une base de données. Et j'ai maintenant accès à ces données sous forme de, si vous voyez, sous forme de liste. Okay? Effectivement, sous forme de liste. Et puis à l'intérieur de liste, vous avez un tableau associatif. On parle de map, en fait, dans le langage de programmation, on parle de map. Lorsque vous avez la clé, voilà, clé, voilà, clé, voilà, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Float, en fait, puisque le futur, c'est quelque chose qui s'exécute dans le futur, c'est-à-dire que le code va s'exécuter dans le futur, il vous donne la possibilité, par exemple, de préciser quel est le code qui s'exécute pendant qu'on attend le résultat. Parce que ce n'est pas intéressant d'avoir juste un écran blanc lorsque vous attendez, par exemple, un résultat, vous voyez ici. Donc, vous pouvez ajouter du texte qui dit awaiting result, qui vous montre ce que l'utilisateur, qui montre que le résultat est en cours d'attente. Vous pouvez mettre disons, 8 heures de circulation. Je vais juste utiliser ceci, ou bien j'utilise un texte qui montre awaiting. Donc, il y a deux cas. Il y a le cas où votre résultat n'est pas encore disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher une barre de circulation là. Et lorsque votre donnée devient disponible, vous affichez les données. C'est le principe de future. Et pour connaître pour savoir si les données sont déjà disponibles ou non, il y a une méthode de votre future qu'on appelle hasData. Donc, hasData va vous dire si la donnée est déjà disponible ou non. Donc, ce que je vais faire, c'est que avant d'afficher le texte, je vais vérifier si j'ai déjà, je vais faire plutôt le contraire, si je n'ai pas déjà les données, donc je vais faire note, alors je demande de renvoyer circular progress bar. Okay. Donc, s'il n'y a pas les données, il faut envoyer un circular. Actuellement, les données sont déjà disponibles, c'est pourquoi vous n'allez pas vraiment voir la barre de circulation. Essayons un peu de compiler. Donc, quand les données ne sont pas encore disponibles, il va afficher la barre de circulation. Dès que les données deviennent disponibles, il passe au suivant. Je pouvais mettre un else, mais en programmation, si vous avez déjà un return à ce niveau, le code qui suit ne sera pas exécuté. Donc, votre else s'exécute forcément si on n'est pas entré dans ce if. Ce sont des bases de la programmation. Donc, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'il est possible de faire attendre votre... Donc, pendant que votre curseur va... Pendant que la requête s'exécute, c'est ceci qui va s'exécuter. Ce qu'on peut faire, on peut centrer. Ok, je vais essayer de centrer ça. On va center. Bon, ça, pourquoi ça refuse? Donc, le récapitulatif de cette partie, vous utilisez un future lorsque vous avez des codes qui vont s'exécuter avec async. Ce sont les fonctions asynchrones, puisque ce sont des fonctions qui vont renvoyer des résultats après que votre page soit affichée. Donc, vous pensez pour un feature. Il y a en fait les features, il y a les streams. Okay? Vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a les features, il y a les streams. OK, vous avez vu un léger défilement là. Ce que je vais faire, c'est peut-être ajouter un point. Je vais ajouter peut-être un delay là.
peut-être 10 secondes. Après l'exécution de ces 10 secondes-là, cela, je vais renvoyer ma fonction. Donc, c'est juste pour qu'on puisse un peu avoir... OK, donc en fait, le delay permet de juste dire retarde le résultat, retarde le code si de 10 secondes. Donc, avant de renvoyer les data, je vais lui demander d'attendre 10 secondes. Juste le temps pour qu'on voit qu'effectivement, notre page commence à afficher ce cercle-là. Juste ça, c'est que après, quand les 10 secondes seront épuisées, on renvoie les données. Donc, le delay, c'est juste pour préciser combien de temps est-ce qu'il faut attendre avant d'exécuter une fonction. Donc, vous avez vu, ici, j'ai défini une fonction qui est anonyme. Donc, après 10 secondes, il va renvoyer le résultat et le résultat sera disponible dans cette variable snapshot. Okay. Donc, une fois que j'ai les data là, je peux récupérer ça avec la variable data. Et cette variable, on la récupère avec snapshot.data. Donc, dans data, j'aurai, j'espère que vous me suivez, dans data, j'aurai tout ceci. Okay. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comme c'est une liste, nous avons vu, comme c'est une liste, on peut faire un list view et pour chaque élément de la liste, on affiche le titre. Parce que ça, c'est une liste. Donc, on va faire une liste de produits. Pour chaque élément de la liste, on affiche. Et la fois dernière, nous avons dit que pour afficher une liste, on pouvait utiliser list view builder. Et avec le list view builder, vous pouvez préciser. Vous pouvez préciser comment est-ce que je construis un élément. Et ensuite, vous précisez le nombre d'éléments que vous souhaitez construire. On peut utiliser un list view builder ou bien un list view separated. La fois dernière, on a utilisé dans notre code ici, je crois que c'était le list view, disons, separated, parce qu'on voulait avoir accès à un séparateur. Si vous n'avez pas besoin du séparateur, vous pouvez opter pour un list view builder tout court. Okay. Dans notre cas, je vais juste faire un return de list view parce que data sera une liste. Je vais faire list view builder. Et là, ce qu'il faut préciser, c'est combien d'éléments je souhaite afficher. Ça va être data.length. Il y a en dernier lieu le item builder qui permet de préciser ce qu'il faut, quel est le widget qu'il faut renvoyer lorsque je veux construire un élément. C'est une fonction, nous avons déjà vu ça la fois dernière, ça sera une fonction qui prend le contexte et l'index. Ce que nous allons, on va dire, OK, retourne-nous, par exemple, un texte qui contient le mot index, tout simplement, par exemple. Je vais enlever le delay ici. J'ai besoin de ce delay-là. J'ai l'impression que ce téléphone virtuel est en train de... Je vais essayer là. D'accord, donc nous avons, on s'est rendu compte que les données renvoyées seront une liste. Et j'utilise un list builder qui va permettre de construire chaque élément. Donc ici à l'intérieur, vous pouvez préciser
ces informations que vous souhaitez envoyer. D'accord. Là, j'attends que ça s'exécute. Mais regardez, vous allez voir que les données qui sont envoyées ici ne sont pas de type produit, parce que nous avons une classe ici qui désigne produit. C'est vrai que la liste contient les champs ID, title, description, price, image, mais ce résultat-là, ce data n'est pas de type produit. Okay? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est convertir votre map ou bien convertir le data là en une liste d'objets de type produit, donc une liste de produits. Pour le moment, c'est juste un map où il y a la clé, voilà, clé, voilà, clé, voilà. L'instance même en question n'est pas de... Ouais, quand je fais mon curseur là, il me dit que c'est un type dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas un type produit. Il va falloir convertir ça en une variable de type produit pour avoir... voilà, je ne sais pas si vous voyez ça. Effectivement, on a ceci. Et je peux remplacer en disant prendre data à l'indice index. Et quand tu as ceci, ça ne va pas marcher parce qu'il ne connaît pas. OK, en fait, je crains le fait qu'il ne reconnaisse pas que c'est un map. Okay. Donc, il a reconnu que c'est un map là. Donc, effectivement, vous voyez, les données qui sont en fait ici proviennent de la BD. Je parcours mes data, je récupère le premier data, j'accède à la colonne title. On ne peut pas dire produit.title parce que, je l'ai dit tout à l'heure, cette variable n'est pas de type produit. Donc, l'approche qui est adoptée sur Float, c'est que lorsque vous recevez les informations d'Internet ou d'une autre base de données, vous devez convertir ça en des instances de votre application pour faciliter la manipulation de ces objets-là. Parce que, imaginez plus tard, je veux peut-être modifier le titre ou bien je veux modifier la description. Je suis obligé de venir là, les changer, ainsi de suite. Donc, vous serez en train de manipuler le résultat comme étant un tableau associatif, c'est-à-dire comme étant un map. Un map, c'est une structure de données dans les langages de programmation où il y a la clé associée à une valeur. C'est aussi ce qu'on appelle tableau associatif quand on est en PHP. Donc, au lieu de manipuler ça ainsi, on voudrait manipuler le résultat renvoyé par notre requête ici, par notre fonction, comme étant des instants, exactement comme on a fait ici. Ouais. On veut que ça soit plutôt des produits.title, produits.description. Donc, ce qu'on va faire, puisque nous avons cette chaîne-là, c'est cette chaîne, nous devons caster l'ID en ID, le title en title, description en description. C'est-à-dire que je transforme ma chaîne de caractères que j'ai ici, là, en fait, je transforme mon map, parce que c'est un map, en une instance de type produit. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On utilise juste une méthode là qui va parcourir. Je crois qu'on peut définir cette méthode là. On écrit une méthode qui va prendre en paramètre un map et à partir du map, créer une instance de produit. Je crois que vous êtes déjà familier avec les maps. Sinon, si vous jetez un coup d'œil sur Java et okay. Il vous dit comment est-ce quelles sont les méthodes qui existent dans un map.
Et le map, je vois, c'est en fait cette interface-là qui contient la clé et la valeur. Donc, la clé sera une chaîne de caractères et la valeur, dans Flotta, on dit qu'il est de type dynamique parce que cette valeur peut être soit un integer, ça peut être une chaîne de caractères, ainsi de suite. Okay? Parce que si vous regardez notre exemple, notre map, la clé, c'est une chaîne de caractères, la clé sera title ID, mais la valeur peut être une chaîne de caractères, mais un double, comme pour le cas de price. Okay. Donc, la fonction qui va permettre de, je vais appeler ça from map, et cette fonction prend en paramètre un objet de type map. Là, les clés seront les chaînes de caractères, tandis que les champs seront de type dynamique. Je vais appeler ça data. Et qu'est-ce que cette fonction renvoie? Cette fonction renvoie un nouveau produit dont l'ID sera l'élément qui se trouve à la position ID. Le title sera l'élément qui se trouve à la position title. Description sera l'élément qui se trouve à la position description. Et puis price sera égal à l'élément qui se trouve à la position price. Et en fait, image URL sera égal à l'élément qui se trouve à la position image URL. Donc, si je fais ça, effectivement, lorsque je vais dire from map et je lui passe en paramètre ceci, il va me renvoyer un objet dont les valeurs seront remplies par ces valeurs. Et plus tard, je pourrai manipuler cet objet-là. Je vous montre ça parce que c'est en fait l'approche qui est utilisée. Et normalement, cette méthode-là peut être une méthode statique, en fait, puisque c'est une méthode qui peut être statique. Je n'ai pas besoin d'une instance de produit pour appeler la conversion de map vers produit. Donc, c'est une fonction statique, tout simplement. Donc, quand j'ai une fonction statique comme ça, ouais, dans ma fonction là, au lieu d'utiliser tout ceci, je peux plutôt dire produit et par exemple reçoit, ça ne marche pas là. Je ne sais pas, je vais essayer d'importer import package. Donc, je vais dire produit